Bien, merci François, merci l'AEPS pour cette invitation. C'est ma première biennale et c'est avec vraiment un enthousiasme énorme que j'ai participé à ces 2 jours avec des propositions très enrichissantes. Et donc c'est un grand plaisir de contribuer au pot commun du partage de bonnes pratiques avec cette communication sur donc, l'impact du style motivationnel de l'enseignant sur l'engagement des élèves en EPS. Donc quand on parle d'engagement, c'est engagement en EPS, eh bien c'est pas seulement une préoccupation disciplinaire, c'est intéressant d'optimiser l'engagement des élèves en EPS, mais c'est au-delà de ça, un enjeu sociétal, et c'est celui de l'engagement des élèves dans l'activité physique en général, celui de la promotion de l'activité physique à des fins de santé, qui peut être développé ou favorisé au cœur du réacteur de la leçon dans l'interaction entre l'enseignant et les élèves. Donc depuis l'expertise collective de l'INSERM, on sait très bien que l'activité physique a de nombreux effets bénéfiques sur la santé, aussi bien physique, la réduction de la prévalence des cancers par exemple, que la santé psychologique, l'amélioration de l'humeur, l'amélioration de la confiance en soi, et que donc l'enseignant d'EPS a un rôle prépondérant, joue un rôle de premier plan dans la promotion de cette activité physique. Or, quand on regarde le taux d'activité physique de nos jeunes, de nos collégiens, de nos lycéens, eh bien, on s'aperçoit que la pratique sportive, la pratique d'activité physique, pas forcément sportive, la pratique d'activité physique en dehors de l'EPS, elle n'est pas au niveau des attentes. Depuis déjà quelques années, l'OMS a identifié un niveau de recommandation d'activité physique quotidienne. C'est pour les jeunes de moins de 18 ans, 60 minutes par jour d'activité physique modérée à vigoureuse. Et ce graphique présente le pourcentage de jeunes qui atteignent ces recommandations, qui en d'autres termes font 60 minutes d'activité physique modérée à vigoureuse tous les jours de la semaine. Eh bien, en France, donc c'est un baromètre HBSC qui s'intéresse à mesurer l'activité physique dans les pays de l'OCDE. Eh bien, le taux d'activité physique est assez bas. Le taux de jeunes qui atteignent ces recommandations est plus que bas. Il est de 14% lorsqu'on cumule les filles et les garçons. Entre 11 et 15 ans, il y a, en d'autres termes, 86% de nos élèves qui sont en deçà de ce taux-là. Lorsqu'on questionne les individus en leur demandant « mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas plus d'activité physique ?» La réponse principale qui nous est faite, c'est le temps, parce que je n'ai pas le temps. Et lorsqu'on met côte à côte le taux d'activité physique ou d'inactivité physique et le temps passé devant les écrans, on s'aperçoit que ce temps dont il parle, eh bien, c'est un temps qui est souvent investi dans d'autres loisirs que l'activité physique, notamment les écrans. Effectivement, quand on passe 13h30 par semaine devant Internet, il ne reste plus beaucoup de temps pour faire de l'activité physique. Et la problématique, ce constat un peu préoccupant, cette problématique-là n'est pas sans interpeller la profession des enseignants d'EPS à se demander comment est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que la pratique d'activité physique soit au moins aussi attractive, en tout cas un peu plus attractive, pour contrebalancer cet effet des écrans, cet intérêt pour Internet et les écrans en général. Donc voilà, la problématique de l'engagement, elle s'inscrit aussi dans cette analyse-là. Comment faire pour dynamiser l'engagement, pas seulement en EPS, mais utiliser l'EPS comme un vecteur de promotion de l'activité physique extrascolaire. Rentrons maintenant dans la thématique, l'engagement. Elle a connu cette thématique-là un développement important ces dernières années, que ce soit dans le champ de la psychologie de l'éducation, c'est le champ dont je parle, c'est celui dans lequel je m'insère, avec notamment un handbook qui était, il y a quelques années, qui faisait la synthèse des travaux sur l'engagement, et puis également dans le champ de l'EPS, avec, il faut le souligner, cet excellent bouquin sorti il y a peu de temps, numéro 85, qui traite de manière transversale la question de l'engagement en éducation physique. Eh bien, lorsqu'on regarde cette littérature, on s'aperçoit que l'engagement a 2 vertus. La première, c'est que c'est un prédicteur robuste de l'apprentissage des performances scolaires. Et la deuxième, c'est que c'est une caractéristique qui est assez malléable, assez façonnable par l'enseignant. Et donc, on a un rôle à jouer
sur l'engagement de nos élèves pour essayer de le dynamiser. Voilà quel est l'angle que je vais développer. L'engagement en éducation physique, il est multidimensionnel. Il peut renvoyer à l'attention aux consignes, il peut renvoyer à l'engagement dans les tâches, dans les situations qu'on propose. Il est également émotionnel, ça renvoie aux émotions que l'on ressent. Et donc voilà, il y a un consensus dans toute cette littérature sur l'engagement autour de 3 dimensions. Un engagement comportemental qui renvoie à l'effort, à la persévérance. Un engagement émotionnel qui renvoie au fait de ressentir des émotions positives et de ne pas ressentir trop d'émotions désagréables. Et puis un engagement cognitif qui renvoie à l'utilisation de stratégies d'apprentissage profondes ou superficielles en fonction de son degré d'engagement. Et puis il y a une 4e dimension, un 4e axe qui a été mis en évidence par Reeve, un chercheur américain, qui était de dire finalement nos élèves en EPS ne sont pas seulement engagés de manière réactive, ils peuvent être aussi proactifs en posant des questions, en venant chercher des réponses à leurs préoccupations, à leurs difficultés d'apprentissage, en venant solliciter l'enseignant. Et donc cette dimension proactive, ça renvoie à l'activité spontanée de l'élève qui cherche à progresser. Donc on va appréhender l'engagement sous ces 3-4 dimensions-là. Et un autre point qui est important, c'est ces relations entre engagement et motivation. Ce sont des termes assez proches, souvent confondus. Et je vais m'inscrire pour présenter ces relations-là dans un cadre spécifique, qui est celui de la théorie de l'autodétermination, qui est une théorie intégrative, récente, qui a une trentaine d'années quand même. Mais bon, à l'échelle du développement des connaissances, c'est pas énorme. C'est une théorie donc une théorie de la motivation qui intègre d'autres approches, et vous verrez qu'il y a des ramifications avec d'autres théories de la psychologie et de la motivation en particulier. Mais c'est une théorie, ce n'est pas toutes les théories. Il existe à peu près une centaine de théories de la motivation, et moi je m'inscris dans ce cadre-là. Donc la motivation, ça renvoie au pourquoi de nos comportements. C'est ce qui dynamise et dirige nos comportements vers un but. Et cette théorie de l'autodétermination, elle distingue engagement et motivation. En prenant la métaphore de l'iceberg, l'engagement serait la manifestation externe, visible, de la motivation. C'est ce qu'on voit de l'élève, c'est son degré d'implication, d'effort, de persévérance, ses performances dans la situation. Donc l'engagement est visible et observable. Et puis la motivation serait plutôt la face immergée de l'iceberg, serait plutôt ce qu'on ne peut pas observer. Et un point important de cette approche, c'est qu'elle distingue différentes formes de motivation. Il y a plusieurs raisons de s'engager en EPS et dans d'autres activités humaines également. On peut venir en EPS par plaisir, parce qu'on aime les activités qui sont enseignées, parce qu'on y éprouve du plaisir, on fait des expériences corporelles qui sont plaisantes et épanouissantes. Mais on peut aussi venir en EPS parce qu'on se sent obligé, parce que l'instruction et l'école est obligatoire, parce que on veut avoir un bon dossier scolaire pour pouvoir s'orienter ensuite en post-bac. Et donc, toutes les raisons qui poussent les élèves à s'engager en EPS, elles ne sont pas toutes intrinsèques, elles ne sont pas toutes autodéterminées, elles ne sont pas toutes de même qualité. Et ce qui est intéressant en discriminant ces différentes formes de motivation, c'est que lorsqu'on regarde des élèves qui s'engagent en EPS, ils peuvent s'engager de la même manière, manifester autant d'efforts, autant de persévérance, avoir peut-être les mêmes résultats scolaires, mais pour des raisons motivationnelles différentes. On peut très bien s'engager par plaisir, autant que s'engager pour avoir des bonnes notes et pas faire chuter sa moyenne. Donc ce qui est important, c'est de se focaliser sur la face immergée, sur les raisons. Qu'est-ce qui pousse les élèves à s'engager dans notre discipline ? Et pour cela, la théorie de l'autodétermination organise ces différentes régulations motivationnelles, ces différentes raisons de s'engager sur un continuum qui distingue différentes motivations, les motivations autonomes à droite, les motivations contraintes au milieu, et la motivation, c'est un état d'amotivation à gauche. Donc cet état d'amotivation, il renvoie à la résignation. Il renvoie au fait de ne pas voir
de ne pas se sentir compétent, de ne jamais se sentir compétent. J'ai toujours été nul en gym, j'ai toujours été nul en sport. Et cet état d'amotivation, c'est souvent le préalable au décrochage scolaire ou de l'activité physique quand on parle de l'activité physique. Ensuite de ça, un niveau, lorsqu'on avance dans ce continuum, on avance d'un état de résignation vers un état de motivation beaucoup plus impliqué. L'étape d'après, c'est la régulation externe, c'est l'idée que l'élève il s'engage pour obtenir une récompense ou éviter une punition. Je viens en EPS pour pas avoir de punition, pour pas être collé parce que c'est obligatoire. Le niveau d'après, c'est j'ai intégré la contrainte, cette contrainte externe qui était la note, qui était la punition, je l'ai intégrée. Et du coup, c'est toujours une contrainte, mais c'est une contrainte plutôt psychologique. C'est je m'engage en EPS pour éviter le sentiment de honte ou de culpabilité. C'est en 6e, lorsqu'on fait des sports comme judo ou lutte, que les petites filles ont un développement plus précoce et qu'elles prennent le dessus sur les garçons. Ça pique un peu l'ego et je vais essayer de prendre ma revanche. C'est une motivation introjectée, un sentiment de honte que je vais essayer de dépasser, qui va me faire pratiquer davantage. À partir de cette étape-là, on passe dans la motivation autonome, c'est-à-dire qu'on s'engage délibérément dans l'activité. Et ce n'est pas forcément une motivation intrinsèque, ce n'est pas forcément le plaisir, c'est parce que je peux en avoir compris le sens, la régulation identifiée. J'ai compris à quoi ça me servait. Développer ma motricité, améliorer mes compétences, ma coordination, différentes dimensions, c'est utile pour moi. Cette motivation identifiée, c'est quand même une alternative au développement de la motivation intrinsèque. Faire en sorte que tous nos élèves, notamment les 10% dont on parle beaucoup ces 2 jours-là, qui sont vraiment en difficulté, peut-être qu'on ne peut pas forcément tout de suite, raisonnablement, viser le plaisir pour la motivation intrinsèque. Par contre, donner du sens, essayer d'œuvrer pour le développement de cette régulation identifiée, de ce sens et de cet intérêt, c'est peut-être plus réaliste. La régulation intégrée, je la passe, c'est l'habitude, c'est la plupart des étudiants en STAPS, des collègues de PS sont sur une motivation au moins intégrée en pratiquant de l'activité physique, lorsque c'est une habitude. On ne se pose même plus la question de pourquoi on fait son activité physique hebdomadaire, c'est que au bout d'un moment, ça commence à titiller quand on n'a pas fait son footing ou son entraînement depuis quelque temps et il faut y aller. Et ça fait partie des habitudes, c'est partie de mes valeurs. Je me représente comme étant quelqu'un de sportif et c'est complètement intégré dans mon mode de vie. Et puis au-delà, la motivation intrinsèque, c'est le plaisir. C'est simplement le plaisir. C'est on fait l'activité pour elle-même, pour le plaisir qu'on ressent, pour les sensations, les ressentis agréables que l'on ressent pendant la pratique. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ces différentes motivations, elles ont des conséquences singulières et différentes sur l'engagement. Et c'est dans la perspective de promotion de l'activité physique pour la santé essentiel de comprendre que les motivations autonomes, celles qui sont intrinsèques tout en haut et identifiées, c'est le sens, juste en dessous, elles sont associées à des comportements engagés. Que ce soit au niveau comportemental, un effort important, que ce soit toujours au niveau comportemental, la persévérance, au niveau émotionnel, elles sont associées à des émotions plutôt agréables et positives, et puis également, in fine, à l'apprentissage. Donc, essayer de valoriser ces motivations de qualité, ces motivations autodéterminées, autonomes, dans lesquelles, qui poussent les élèves à s'engager volontairement dans l'activité physique, est un moyen de promouvoir leur pratique sportive au-delà, ou d'activité physique, au-delà des murs du gymnase. A contrario, les motivations qui sont moins autodéterminées, les motivations contraintes, c'est le fait de pratiquer pour faire plaisir à ses parents, à son enseignant, pour essayer de dépasser ce sentiment de culpabilité, de honte, ou parce que tout simplement c'est obligatoire. Eh bien, ces formes de motivation contrainte sont plutôt associées à des comportements désengagés, comme par exemple la réduction de l'effort, l'anxiété, des comportements hors tâche, ou carrément l'abandon. Donc maintenant qu'on a compris qu'il y avait différentes formes de motivation, que ce qui était important, ce n'était pas l'engagement manifeste, mais c'était la motivation sous-jacente qui suscite cet engagement-là, on va maintenant se poser la question de savoir comment elle fonctionne, cette motivation en tant qu'enseignant, comment est-ce qu'on peut agir dessus. Et pour agir sur ces leviers motivationnels, il faut comprendre quels sont les processus à l'œuvre. Premier postulat qui n'est plus un postulat maintenant, c'est le fait que tout individu, tout être humain est naturellement curieux, porté vers le développement de ses compétences, intéressé par le fait de vivre de nouvelles expériences
En gros, tout individu, et on ne parle pas seulement des élèves, parce que la théorie de l'autodétermination, ce n'est pas une théorie de la motivation scolaire, c'est une théorie de la motivation humaine qui explique les comportements dans tous les contextes, que ce soit la famille, le sport, la santé et donc l'école. Eh bien, tout individu aurait en soi cette potentialité à aller vers, serait curieux, aller vers de nouvelles expériences et une motivation intrinsèque à l'épanouissement personnel. Et cette proposition-là n'est plus un postulat, puisqu'il a été étayé, ce postulat, par des théories en neurosciences assez récentes, mettant en évidence que cette motivation à l'épanouissement, elle est ancrée dans un système émotionnel primitif qui est logé dans le cerveau reptilien. C'est le système émotionnel seeking, qui veut dire rechercher, et qui conduit les individus à s'engager dans des comportements pour développer leur capacité mentale et mieux s'adapter à l'environnement. C'est une perspective de survie. En gros, tout au long de la phylogénèse de l'espèce, on a été poussé à s'adapter à l'environnement dans une logique de survie qui a entretenu, stabilisé, développé ce système émotionnel primaire qui conduit à tout simplement, c'est un engagement sans objet. C'est développer des processus mentaux plus élaborés, plus aboutis, pour mieux m'adapter à mon environnement et survivre. La meilleure illustration de cette tendance-là, c'est le jeu. On n'a jamais poussé des enfants à jouer. Que ce soit au jeu de construction, au Lego, au Duplo, que ce soit apprendre à faire du vélo, que ce soit au foot, à faire du foot par exemple, ou aux jeux vidéo, parfois on le déplore. Mais cette activité de jeu, ce n'est pas seulement une activité de loisir plaisante. C'est aussi une activité dans laquelle, derrière, il y a un enjeu d'apprentissage. Lorsque je mobilise des Legos, eh ben, je développe ma motricité fine. Lorsque j'apprends à faire du vélo, je travaille ma coordination. Si c'est avec le voisin, le copain, le frère, etc., je développe aussi des ressources sociales. Jouer au foot avec les copains du quartier, c'est aussi développer sa motricité, c'est aussi développer ses relations sociales. Et puis, il a été établi qu'effectivement, jouer aux jeux vidéo, que certains jeux vidéo pouvaient développer des ressources cognitives, de représentation dans l'espace. Et d'ailleurs, on le voit bien, les chambres de nos enfants sont pleines de jeux qu'ils délaissent parce que, à partir du moment où ils ont atteint le défi d'apprentissage que recèle le jeu, ils le laissent. Et ils vont utiliser un autre jeu qui recèle un autre enjeu d'apprentissage, un défi plus élaboré. Donc cette tendance à développer des capacités mentales plus élaborées pour mieux s'adapter à l'environnement, c'est une caractéristique forte, stable chez tout individu. Pourtant, elle contraste dans l'observation quotidienne de nos élèves. Tous nos élèves en classe ne sont pas tous curieux de pratiquer de nouvelles activités et d'apprendre, loin de là. Eh bien, l'idée, c'est de mettre en évidence le fait que cette tendance à l'autodétermination, cette motivation intrinsèque à apprendre et à faire de nouvelles choses, à vivre de nouvelles expériences, elle n'est qu'une potentialité. Elle n'est qu'une potentialité qui peut s'exprimer lorsque les conditions environnementales sont requises pour cela. C'est la mise en évidence du concept clé au sein de la théorie de l'autodétermination de besoins psychologiques fondamentaux. De même qu'il y a des besoins physiologiques fondamentaux, qui sont nécessaires à notre bonne santé et à notre bien-être, manger, boire, dormir, eh bien, il y a également, et ça a été l'objet de nombreuses centaines, voire de milliers d'études et de recherches dans le cadre de cette approche, il existe des besoins psychologiques fondamentaux, qui sont fondamentaux parce qu'ils sont directement reliés au bien-être. Lorsque l'environnement social des individus nourrit ces fameux besoins, eh bien, mon état de bien-être s'améliore. Ces besoins, ils sont assez controversés, enfin ils ont été controversés, il y a toujours la volonté de voir s'il n'y a pas d'autres besoins qui pourraient s'interposer, mais globalement, il y a vraiment un consensus autour de l'idée qu'il existe 3 besoins physiologiques, psychologiques, lapsus, fondamentaux. Le besoin de compétence. On ne peut pas s'engager dans une tâche, en éducation physique, si on ne se sent pas compétent. Je ne peux pas m'engager dans un match de foot, m'engager dans une ascension en escalade si je me sens incapable d'arriver en haut. Et donc, le premier besoin à nourrir pour favoriser cet engagement délibéré de l'élève, c'est de proposer des situations d'apprentissage qu'il va percevoir comme étant à sa portée. Bien évidemment, souvent l'enseignant propose des situations qui sont à la portée des élèves. C'est une compétence professionnelle quand même assez essentielle, mais qui n'est pas toujours perçue comme telle.
par ces derniers. Et donc, l'un des premiers enjeux pour développer cette motivation et cet engagement de qualité, c'est que les situations soient perçues comme étant à la portée, que les élèves se sentent capables de relever la demande de la situation. Deuxième besoin, c'est le besoin de proximité sociale. Ça a été évoqué à plusieurs endroits. Pendant ces 2 jours, eh bien, l'être humain est un être grégaire qui ne peut pas se développer seul. Ça, c'est une réminiscence des théories de l'attachement qui ont déjà à peu près 70 ans. John Bowlby, c'était fin des années 40, début des années 50. On a besoin de se sentir respecté, de se sentir connecté à son environnement social, à sa classe dans le cadre scolaire. Et pour pouvoir s'engager dans une activité publique telle que celle de l'éducation physique, où les comportements sont visibles par tout le monde, eh bien, on a besoin de se sentir sécurisé sur ce plan-là. Sentir que je ne vais pas être ridiculisé, moqué, dévisagé, ni par mes camarades, ni par mon enseignant. Deuxième condition indispensable pour susciter cet engagement dans l'activité et dans l'apprentissage. Troisième condition, c'est le besoin d'autonomie. C'est le besoin essentiel, central dans la théorie de l'autodétermination. C'est considérer qu'on a besoin d'être acteur. On ne peut pas être simplement des agents, des exécutants des propositions de l'enseignant. On a besoin de tester, d'expérimenter, de se tromper. Et ce besoin d'autonomie, ça renvoie au fait d'avoir voix au chapitre, d'avoir son mot à dire, de pouvoir choisir. Alors l'autonomie, c'est pas toujours... la définition de l'autonomie, elle n'est pas exactement conforme à celle qu'on peut entendre habituellement. Quand on dit j'ai fait pratiquer mes élèves en autonomie, je les ai fait pratiquer seul en l'absence de l'enseignant, je m'occupais d'un autre groupe et puis il y a un groupe qui a pratiqué en autonomie de l'autre côté. Dans le cas de la théorie de l'autodétermination, c'est pas ça l'autonomie. L'autonomie, c'est s'engager volontairement dans une situation qui fait sens pour moi, qui est cohérent avec mes valeurs. On peut très bien faire une tâche très prescrite en ayant un sentiment d'autonomie très élevé. Par exemple, payer ses impôts, c'est vraiment quelque chose, on n'a pas tellement le choix. Et pourtant, si on adhère à l'idée que c'est utile, que ça permet de construire des écoles, des universités, des routes, etc., eh bien, je peux très bien choisir délibérément me sentir autonome dans le fait de payer mes impôts. Donc, c'est pas seulement faire seul, sans la présence de la contrainte, c'est faire seul, c'est s'engager dans une activité parce que j'en vois le sens et que c'est conforme à mes valeurs, à mon système de valeurs, de fonctionnement. Donc ces 3 besoins-là, c'est la diapo la plus importante de l'intervention. Si vous la retenez, vous avez retenu l'essentiel. C'est les conditions essentielles pour favoriser la motivation. Et elle est intéressante parce qu'elle permet de sortir d'une focalisation sur les modalités pédagogiques. C'est pas, je prends l'exemple hors du champ de l'EPS, l'ILO. C'est pas la modalité de l'ILO ou la classe inversée qui est intéressante. C'est que l'ILO ou la classe inversée, lorsqu'elles sont bien menées, elles participent mieux que d'autres modalités de pratique à nourrir ces besoins de compétences, d'autonomie et de proximité sociale. Les formes scolaires de pratique qu'on propose en EPS, elles sont intéressantes parce qu'elles agissent sur ces leviers-là. Donc on sort de la réflexion sur quelle modalité à comment est-ce que je peux prendre en compte les besoins, au mieux les besoins psychologiques de mes élèves pour favoriser leur engagement. Le modèle de la théorie de l'autodétermination plus global, il est le suivant. Lorsque l'environnement social, c'est-à-dire tout ce que fait, propose, dit l'enseignant, nourrit ses besoins d'autonomie, de compétence et de proximité sociale, alors ça favorise l'intégration de cette demande externe que constituent les contenus d'enseignement ou les situations. L'engagement dans une nouvelle tâche, c'est une demande externe à laquelle je vais concéder m'engager parce que l'environnement m'y incite par le fait qu'il nourrit ses besoins psychologiques fondamentaux. A contrario, lorsque l'environnement social tente à menacer, à frustrer ces besoins-là, eh bien, je vais plutôt faire preuve de défiance, de rejet. Il y a plusieurs études, par exemple, qui montrent qu'avec des élèves dans lesquels c'est un peu tendu, lorsque je fais preuve d'un contrôle important, eh bien, ils ont besoin de réaffirmer leur besoin d'autonomie en faisant preuve de défiance. Donc vraiment, ces besoins psychologiques, ils sont essentiels dans l'implication, dans l'engagement des élèves. Mais néanmoins, l'activité de l'enseignant dans cet environnement social, elle n'est pas magique. On ne motive pas directement les élèves. On va mettre en place un climat, un dispositif, un environnement
qui va favoriser l'engagement de ces élèves parce qu'il va participer à différents degrés à nourrir ses besoins d'autonomie, de compétence et de proximité sociale. Plusieurs travaux ont essayé d'identifier quels étaient les comportements les plus emblématiques, les plus significatifs pour nourrir ces besoins-là. Donc là, c'est un certain nombre de travaux qui ont donné lieu donc à l'identification de ces comportements qui ne sont pas spécifiques à l'école et pas l'EPS. Pour soutenir le besoin d'autonomie, eh bien, la première chose, c'est de prendre en compte cette tendance naturelle à l'autodétermination, prendre en compte ses préférences, prendre en compte ses valeurs, prendre en compte la culture adolescente, essayer de contextualiser nos enseignements par rapport à ce fonctionnement-là. Et je crois qu'on bénéficie par rapport à d'autres disciplines en EPS de supports intéressants à cet égard. Deuxième proposition, ou deuxième comportement emblématique, c'est offrir des choix. Offrir des choix qui soient authentiques. C'est pas est-ce que tu veux jouer avec les rouges ou avec les verts. C'est la pédagogie du projet, par exemple. Ça engage l'élève dans un comportement qui va lui permettre de définir sa modalité d'action, les contenus, et de pouvoir éventuellement revenir en arrière, analyser sa pratique. Donc offrir des choix, mais des choix qui engagent, des choix qui nécessitent de déterminer des comportements moteurs, des habiletés motrices particulières. Autre proposition, c'est expliquer l'utilité, c'est essayer de faire le lien entre ce qu'on propose et les attentes des élèves. Et puis parfois, soutenir l'autonomie, c'est pas forcément un comportement très difficile, c'est juste utiliser un langage inductif, c'est juste utiliser le conditionnel. Peut-être que tu pourrais essayer de tendre tes bras, peut-être que tu pourrais essayer de souffler davantage. Alors c'est pas toujours facile à faire quand on est dans l'urgence de la situation, mais le langage inductif, surtout chez les adolescents, est plutôt facilitateur du soutien de l'autonomie. A contrario, les comportements qui menacent le besoin d'autonomie, c'est les comportements contrôlants, c'est le fait d'utiliser un système de récompense-punition, c'est le fait de tout imposer, bref, de restreindre l'élève à un simple rôle d'exécutant de tâches motrices. En ce qui concerne le besoin de compétences, ça renvoie à structurer l'apprentissage. L'enseignant, l'environnement social qui favorise la satisfaction de besoins de compétences, ça renvoie à structurer l'apprentissage, jalonner, donner des indicateurs. J'ai donné quelques exemples bien modestes, comme donner des objectifs concrets, des tâches de défi, des feedbacks adaptés, mais les propositions qui ont été présentées dans le cadre de ces 2 jours sont beaucoup plus riches que simplement ces 3 propositions-là. A contrario, évidemment, ne pas aider l'élève à se situer dans l'apprentissage, c'est menacer la satisfaction de son besoin de compétence parce que les feedbacks sont inadaptés, parce que les tâches sont inadaptées, parce que le contenu est inconsistant, bref, pour différentes raisons qu'on ne va pas développer. Et puis le troisième besoin de proximité sociale, soutenir ou nourrir la proximité sociale, c'est s'engager affectivement dans la relation, chaleureusement dans la relation avec l'élève. C'est investir du temps, de l'énergie, s'intéresser à sa vie en dehors de l'école, porter sur lui un regard inconditionnel qui n'empêche pas le fait de recadrage lorsque c'est nécessaire, mais qui après réintègre l'élève dans le collectif. Et laisser la possibilité aux élèves d'exprimer librement leurs impressions, leurs sentiments. C'est pas toujours agréable, c'est pas toujours plaisant. Je pense au demi-fond, je pense à différentes activités comme ça qui sont parfois exigeantes. Et ben oui, alors on peut entendre que les élèves, ça peut être dur de pratiquer, de s'investir, de s'engager. Je l'accepte, je l'entends, tu as le droit de le dire. Et puis rien que cette acceptation-là favorise le sentiment de proximité sociale. A contrario, le fait d'être froid, d'être distant, on entend parfois certains conseils de tuteurs, mais ça c'était avant, lorsque au début, je me rappelle d'un tuteur qui disait pas un sourire avant la Toussaint, tu cadres bien tes élèves jusqu'à Toussaint, puis après tu relâches en fonction de comment les choses évoluent. Eh ben, ce comportement-là, alors peut-être qu'il émane d'une expérience professionnel, mais en tout cas, il n'est pas très consistant avec la théorie, mettant en évidence que les élèves qui sentent que leur enseignant est distant et froid, ben, ils vont se dire que finalement, ils ne les aiment pas trop. Porter un regard conditionnel, c'est avoir des chouchous, c'est préférer certains plutôt que d'autres. Et puis piquer l'ego, montrez-moi ce que vous êtes capable de faire, j'attends mieux que ça de votre part. Et finalement, on a toujours tendance à penser que piquer l'ego des élèves, c'est une manière de les booster peut-être. Puis en fait, l'interprétation qui est faite de ce type de comportement n'est pas du tout celle-là. L'interprétation qui est faite, c'est si l'élève il nous demande de montrer ce qu'on est capable de faire, c'est qu'il ne croit pas en nous, c'est qu'il ne nous aime pas.
Donc plutôt que de essayer de trouver de dire des illustrations sur ces comportements-là, je vais vous proposer 2 vidéos pour illustrer, et puis on en reparle ensuite à la lumière de cette approche. Si le son veut bien fonctionner. Les bras. Regardez, il y a les papiers qui sont là. Chaque équipe va en piocher un seul. Alors, vous allez avoir une contrainte, c'est-à-dire une obligation. Mais cette obligation va vous permettre de progresser. Il faut le voir comme quelque chose de chouette. Vous avez le droit de faire un choix. Vous avez le droit d'en piocher un. S'il vous plaît, super. S'il vous plaît pas, vous en piochez un deuxième. Et vous choisissez entre les deux. Ok ? Donc ça, c'est par rapport à l'entrée. Alors c'est quoi une entrée en danse? On doit voir quand vous êtes prêt pour démarrer, ça doit être évident. Ça s'appelle l'entrée, après il y aura la danse, et la sortie. D'accord. Donc là, votre entrée, eh bien, elle va... On a commencé à 14h plus. Tu as commencé à 5, non, tu as jusqu'à 50. Jusqu'à 50. 50 13-10 minutes. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez revenir pour prendre un deuxième et choisir parmi les deux. Et pendant les 5 minutes que vous avez là, à ce que vous avez fait, vous rajoutez cette entrée que vous avez inventée avec la contrainte. Allez, travail, tu peux me remettre la musique. Au début, j'ai attendu le sol. Ouais, attendu le sol. Je commence à voir des choses chouettes. C'est pas le moment de se déconcentrer. Si on reste concentré, là, vous allez progresser d'un seul coup. Ça, c'est la sortie. Allez, c'est parti, on pioche. On pioche et on va travailler. Tu peux me remettre la musique. Tu tapes de l'autre côté. Invente une chute qui te fait pas mal. Ça peut être une chute en tournant comme ça. On rajoute cette dernière contrainte qui est l'objet fantôme. On en avait parlé la dernière fois, on avait joué avec un gros ballon imaginaire qu'on se lançait. D'accord? Et bien là, l'objet fantôme, ça va peut-être être un ballon, ça va peut-être être autre chose. On verra le tirage au sort. Allez, vous pouvez tirer au sort. Et le travail, dans 5 minutes, on présente aux autres le travail qu'on a fait. Les filles, quand ça marche bien, est-ce que vous voulez un défi supplémentaire? Non? Un peu chaud. Allez. Est-ce que vous voulez un défi supplémentaire? Et puis, est-ce que vous voulez un défi supplémentaire? Allez. On va montrer ce qu'on a été capable de faire là en une séance. Il y a des choses chouettes qui commencent à apparaître. Donc on va montrer. Vous allez observer là. Essayez de repérer leur entrée, leur sortie. Et vous allez surtout essayer de deviner quel était l'objet qu'ils avaient tiré au sort. Quel était l'objet? La corde à un moment, tu tires dessus. Ok, très bien. Donc là, on voit qu'il y a plein d'hésitations, des gestes qui ne sont pas encore avec de l'amplitude et tout ça, on va le travailler après, mais la structure, le squelette, comme on dit, il est super riche, il y a plein de choses. Donc voilà, c'est une pépite quand même, cet enseignant-là. Il y a plein de choses qui sont regroupées. Si on reprend le tableau, il est soutenant l'autonomie puisqu'il offre des choix avec ses contraintes qui sont en fait des inducteurs dans la création, qui sont des inducteurs d'engagement. Et
et en même temps, ça jalonne son cours. Il y a vraiment une structure importante dans ce cours-là. Il y a un ton qui est chaleureux, qui est inclusif. Et donc, il orchestre, il combine quand même assez bien tous ces comportements qui soutiennent les besoins psychologiques des élèves. Et on le voit, les élèves sont engagés, les élèves sont enthousiastes dans sa leçon. Et alors, je ne voudrais pas laisser penser que dans ce tableau, il y a ce qui est à droite, c'est plutôt ce qu'il faut éviter, et ce qui est à gauche, c'est plutôt ce qui est à faire. J'avais préparé une deuxième séquence, mais que je vais passer parce que le temps passe vite. Mettant en évident que le contrôle est parfois une nécessité en fonction de son profil d'élève, en fonction de son profil de classe. Contrôler, cadrer la classe, c'est nécessaire. Et notre message, lorsqu'on intervient en formation, c'est pas de dire aux enseignants il faut surtout pas être contrôlant, il faut surtout pas être à droite et il faut être que à gauche. C'est de dire on garde le niveau de contrôle tel qu'il est nécessaire pour fonctionner, et on essaie d'augmenter les curseurs du soutien. On va essayer d'être un peu plus soutenant l'autonomie, un peu plus structurant, soutenant la compétence, un peu plus impliqué, et peut-être que cette démarche-là, elle permettra à terme de pouvoir réduire un peu les comportements contrôlants parce que les élèves sont un peu plus engagés. Alors maintenant, la relation entre style motivationnel et engagement, elle n'est pas linéaire, elle est en fait dialectique. C'est-à-dire que ce n'est pas le style motivationnel qui soutient les besoins qui va citer automatiquement un engagement de la part des élèves. C'est un peu plus complexe que ça. Et en fait, on l'analyse dans cette dialectique. Elle commence par une offre de propositions, de dispositifs par l'enseignant. C'est l'enseignant qui propose, qui démarre cette dynamique en proposant une situation. Les élèves qui réagissent si cette situation participe plus ou moins à satisfaire ses besoins d'autonomie, de compétence et de proximité sociale. À l'engagement observé des élèves, l'enseignant va à son tour réagir en recadrant les élèves si besoin ou en les renforçant, qui va favoriser à nouveau l'engagement. Donc ça donne lieu à deux dynamiques. Une dynamique plutôt vertueuse lorsque la situation proposée est plaisante, elle est engageante, qu'elle nourrit les trois besoins des élèves. Alors à ce moment-là, eh bien, il va y avoir un engagement important auquel l'enseignant va réagir en étant satisfait de l'engagement de ses élèves, du travail fourni par ces derniers, va les renforcer, et ce qui va favoriser davantage d'engagement. A contrario, on peut aussi observer, et c'est parfois le cas, on n'est pas toujours en capacité de proposer des tâches qui sont plaisantes, des tâches qui sont satisfaisantes. C'est pas toujours possible en fonction non seulement de notre maîtrise de l'activité, mais aussi du profil de nos élèves, des installations disponibles, de notre fatigue du moment. Eh bien, parfois, on propose des tâches qui sont plus analytiques, qui sont moins stimulantes. Et dans ce cadre-là, les élèves s'y engagent modérément, voire pas du tout. Et souvent, cette troisième étape, elle est importante. L'enseignant réagit à cet engagement modéré ou à ce désengagement des élèves par un comportement contrôlant, par un cadrage, par une intervention qui vise à pousser, qui vise à booster et qui, comme elle menace le besoin d'autonomie notamment, a tendance à favoriser davantage le désengagement. Mais l'idée importante, c'est que cette dynamique délétère, elle n'est pas irréversible. Et l'étape importante, c'est la troisième. Si je prends conscience qu'effectivement, j'accepte l'idée que mes tâches, elles ne sont pas toujours merveilleuses et que mes élèves peuvent ne pas être engagés tout le temps à fond dans ce que je leur propose, alors je peux analyser leur désengagement comme n'étant pas une menace professionnelle. S'ils sont désengagés, ce n'est pas pour m'embêter, ce n'est pas parce qu'ils ne m'aiment pas, c'est peut-être parce qu'ils ont besoin de davantage de soutien. Donc si j'analyse le désengagement des élèves comme étant un besoin de davantage de soutien, alors peut-être que je peux inverser cette dynamique délétère et susciter davantage d'engagement par le style motivationnel que je vais déployer face à ce besoin de soutien supplémentaire. Pour illustrer cette approche théorique, j'avais prévu de vous présenter trois études. Non, je vais vous présenter avant ça... je vais quand même nuancer ce que je viens de dire. Ce que je vous propose, c'est pas si simple. C'est pas si simple d'accepter tout ça, et ce parce qu'en dépit de nos intentions bienveillantes de soutenir les besoins de nos élèves, on agit en tant qu'enseignant, en tant qu'intervenant dans un contexte qui peut être plus ou moins pressurisant. On reçoit des pressions du bas, les pressions des élèves, les comportements hors tâche, désengagés des élèves, qui font peser sur nous une certaine pression. On peut avoir des pressions de l'intérieur qui sont nos croyances, nos conceptions développées au gré de notre expérience, et puis des pressions du haut, qui peuvent être par exemple les programmes, si on les entend comme ça, mais qui peuvent être aussi l'approche culturaliste. On ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire du bloqué, lancé, envolé.
parce qu'on va dénaturer l'activité, donc je m'interdis, je me mets cette pression-là, je m'interdis d'aller vers des perspectives qui seraient plus engageantes. Bref, ce contexte avec des pressions d'en bas qui sont importantes, voire des pressions de l'intérieur, mes croyances, et des pressions d'en haut, eh bien, ça consomme des ressources. Une des pressions qui consomme le plus de ressources, c'est le temps. On a toujours l'impression de manquer de temps, de ne pas arriver au bout de ce qu'on avait prévu de faire et de dire. Et toutes ces pressions, elles agissent sur l'enseignant en réduisant ses ressources. Or, soutenir les besoins des élèves, c'est consommateur d'énormément de ressources. Faire preuve d'empathie, faire preuve de compréhension, faire preuve de temps pour laisser les élèves pratiquer à leur rythme, ça demande des ressources. Et lorsque le contexte grignote mes propres ressources, eh bien, la tendance spontanée, c'est plutôt le contrôle. Donc il faut aussi prendre, dans l'analyse du style motivationnel, prendre en compte l'impact du contexte d'enseignement. Donc j'en viens à illustrer ces propositions-là avec quelques manips, quelques études qu'on a réalisées ces dernières années. Je vais passer assez vite. Je vais plutôt me concentrer, 5 minutes, me concentrer sur les résultats. La première approche, c'était de dire, bon, si ce cadre théorique est intéressant et séduisant, est-ce qu'il transforme l'activité des enseignants et est-ce qu'il transforme l'activité des élèves, l'engagement des élèves? Et donc, on s'est intéressé à concevoir un dispositif de formation qui me permettait de tester effectivement les fondamentaux, les prérequis de cette approche théorique et de voir si ça pouvait faire modifier le style motivationnel. Et ce qui est incroyable dans cette biennale, c'est que certains des enseignants qui ont participé à cette étude se retrouvent dans la salle et je ne les avais pas vus depuis 15 ans. Et donc c'est d'autant plus intéressant de présenter cette étude. Donc elle était réalisée sur 3 enseignants, c'était un petit échantillon, 185 élèves et l'idée c'était de filmer le début de cycle pendant 3 séances, on les filmait et avec un micro-cravate. Ensuite de ça nous permettait de faire une manip, de faire une mesure pré-test. Ils étaient réunis à l'université pour un topo théorique. Je vais présenter la démarche de formation, elle est là, pardon. Ensuite de ça, ils étaient réunis pour un topo théorique sur la théorie de l'autodétermination, sur les styles motivationnels. Sur la base des films et des enregistrements qu'on avait fait pendant le début de cycle, eh ben, ils analysaient leurs pratiques avec une grille qui a été construite et qui a été validée pour cela. Ensuite de ça, ils se mettent en perspective. Tiens, comment est-ce que je pourrais monter le curseur de soutien de l'autonomie? Comment je pourrais monter le curseur de la proximité sociale? Et ça donnait lieu à une conception, à un travail de conception, de scénarisation. On envisage même jusqu'à l'activité des élèves. Comment est-ce qu'ils vont réagir à cette proposition et comment je vais réagir à cette réaction d'élèves? Et puis, ensuite de ça, il y avait un suivi en classe sur les 3 séances, je reviens en arrière, sur les 3 séances de fin de cycle. Ils étaient à nouveau filmés avec un suivi, un débriefing à la fin. Donc, cette première manip, elle a utilisé différents outils, je vais passer. Elle a montré des résultats très prometteurs, c'est-à-dire qu'effectivement, dans les 3 séances post-intervention, post-formation, on voit que les curseurs ou les diagrammes du soutien de l'autonomie, de la compétence, de la proximité sociale ont significativement augmenté. Les enseignants ont réussi à transformer leurs pratiques pour soutenir davantage les besoins des élèves. Mais ce qui était le plus intéressant, c'est qu'on a également mesuré l'engagement et la motivation. Eh bien, les élèves ont été sensibles à ce changement de pratique et ont manifesté davantage d'engagement et ont rapporté moins de motivation contrainte. Cette étude, elle est intéressante, elle a été prometteuse, c'était une des premières qu'on a développées. Elle n'était pas exempte de limites, notamment la taille de l'échantillon, notamment le fait que c'est à très court terme, on est sur l'espace d'un cycle. Quid des effets à plus long terme? Et puis ce fameux effet Hawthorne, c'est le fait que est-ce qu'ils se sont transformés sous l'effet du contenu de formation ou est-ce qu'ils se sont transformés parce qu'ils étaient en contact avec une équipe de recherche et que le fait de s'intéresser, on sait très bien, à des participants, ça a tendance à dynamiser leur comportement. Donc on a fait une deuxième étude plus conséquente avec 19 enseignants déroulés sur toute l'année, c'était le même protocole, sauf que là ils avaient des temps de formation échelonnés dans l'année. C'était des enseignants professeurs des écoles. Donc c'est la même démarche de formation et effectivement là on a pu montrer que tout au long de l'année scolaire, eh bien en rouge, là les graphiques en rouge mettent en évidence que sur 3 cycles, eh bien ils ont été capables d'améliorer leur soutien de l'autonomie, que les comportements qui relèvent de la proximité sociale sont améliorés aussi et de la structure et qu'il y a une petite chute sur le 4e cycle et en fait c'est parce qu'ils faisaient rugby et qu'en rugby les préoccupations sécuritaires étaient telles qu'ils ont tendance à contrôler un peu plus et finalement à contraindre davantage les élèves.
Quant à l'engagement des élèves, il a été mesuré, je ne l'ai pas dit, par accéléromètre. C'est-à-dire que ces élèves en EPS, ils avaient un accéléromètre au bras qui mesurait la quantité d'activité physique, donc c'est une mesure objective, et qui met en évidence que non seulement ces enseignants ont été capables, comme on le voit, de soutenir davantage les besoins des élèves, mais que les élèves, grâce à l'accéléromètre qui nous a renseigné là-dessus, ont manifesté davantage, ont davantage pratiqué d'activité physique dans ces séances-là par rapport au groupe contrôle en bleu qui n'avait pas bénéficié de la formation. Donc là, on a contrasté groupe expérimental qui avait suivi une formation et groupe contrôle qui ne l'avait pas suivi. Et effectivement, les résultats à droite sont assez spectaculaires. Le soutien des besoins a un effet fort sur l'engagement objectif des élèves en EPS. Et j'en termine avec une dernière étude où là, on a pris les choses à l'envers. On s'est dit, bon, on s'est beaucoup intéressé à ce que disent les enseignants. Maintenant, on va voir si on peut concevoir des tâches, des situations d'apprentissage sur la base de cette matrice, les besoins psychologiques des élèves, et de voir si les élèves y sont sensibles. Donc on a, ça c'était une étude que j'ai faite avec des étudiants de Master 2, leur mémoire professionnelle. Pendant ces 2-3 dernières années, le protocole était le suivant. On a conçu deux types de situations, deux types de tâches. Des tâches qui sont conçues pour être soutenant les besoins psychologiques et des tâches qui sont conçues pour être menaçant les besoins psychologiques. Donc il y avait deux groupes d'élèves, il y avait deux conditions. 5 classes qui étaient dans la condition, on commence d'abord par les situations menaçantes, puis ensuite on fait la leçon suivante, la situation soutenante, et l'autre condition, c'est l'inverse. On commence par la situation soutenante et on finit par la situation menaçante. Donc elle s'est déroulée sur 2 leçons de PS en BAD. La matrice de construction des situations, c'était les deux situations, qu'elles soient menaçantes ou soutenantes, elles doivent soutenir le besoin de compétences. Il faut que les élèves puissent s'engager dans cette activité, qu'elle soit ni trop facile ni trop difficile. Donc une situation qui était structurée et adaptée aux élèves, mais on va faire jouer, on va moduler la satisfaction des deux autres besoins, autonomie et proximité sociale. Je vous présente les situations. Alors elles ne sont pas extraordinaires, on peut faire beaucoup mieux. Elles sont, pour la première, la situation soutenante, c'est la situation du 3 à la suite en badminton. On a deux équipes de 3 élèves qui sont de groupes homogènes. L'objectif, c'est gagner le match, avoir 21 points. On joue en poursuite du score. L'échange démarre. Celui qui gagne l'échange, eh bien, il reste, il marque 1 point pour son équipe. Celui qui perd l'échange, il sort, il est remplacé par son partenaire. Lorsque un joueur arrive à éliminer successivement à la suite les 3 adversaires, il fait gagner un bonus de 3 points à son équipe et il sort, il est remplacé. Donc c'est une situation qui permet d'offrir des choix tactiques parce que j'ai un adversaire, je dois viser les espaces libres. Il y a un but partagé qui favorise les relations sociales. A contrario d'une situation très analytique où il devait viser des zones, là il y a un envoyeur et un renvoyeur. Il y avait 21 volants qui étaient joués par l'envoyeur et le renvoyeur devait viser des zones aux 4 coins du terrain successivement, celle devant à gauche, au fond à gauche, à droite, au fond à droite, devant à droite. Et on comptait le nombre de volants qui avaient réussi à être mis dans les zones, complètement exécutant dans cette tâche-là, aucun choix tactique et très peu d'interaction sociale. Pour mesurer ça peut être intéressant. Donc cette étude, c'était de la mesure répétée. Donc on a mesuré les affects, on a mesuré l'engagement émotionnel des élèves dans cette tâche-là en leur donnant un cahier de PS. On a mesuré en premier lieu leur motivation au début de ce dispositif, leur motivation situationnelle. Et puis, dans ces 2 leçons, situation menaçante, situation soutenante, on a mesuré régulièrement leurs affects, leur plaisir avec la Feeling Scale, qui est une échelle qui a été validée déjà depuis de nombreuses années, qui mesure le degré de plaisir, déplaisir ressenti dans la situation. Et ils avaient 4 temps de mesure à l'intérieur de chaque situation. Donc, à la leçon où ils faisaient la situation soutenante, ils avaient 4 temps de mesure d'engagement émotionnel et pareil dans celle d'après. Et pour contrôler l'effet réussite, parce qu'il est possible que les élèves rapportent des niveaux de plaisir ou de motivation qui sont liés non pas à la situation, mais à leur réussite ou à leur échec dans cette situation, on contrôlait donc ce niveau de performance. Est-ce que les élèves ont gagné, ont perdu dans leur match? Est-ce qu'ils ont réussi ou pas? Quel est leur score sur la situation analytique? Donc là aussi, les résultats sont assez intéressants. Donc là, à la leçon 2, donc celle où il y a... En bleu, c'est les élèves qui ont commencé par la situation menaçante. En rouge, les élèves qui ont commencé par la situation soutenante. On voit bien l'écart en termes de plaisir rapporté. Ceux qui sont en rouge rapportent dans les 4 temps de mesure de cette situation-là une augmentation du plaisir, et ce qui est complètement inverse chez les autres. Et à la leçon 3, ceux qui étaient dans la condition soutenante en bleu deviennent dans la condition, qui étaient dans la condition menaçante en bleu deviennent dans la condition soutenante, et on voit qu'au contraire,
leur niveau de ressenti augmente légèrement, alors que ceux qui étaient dans la situation soutenante dans la leçon 2 en rouge et qui deviennent dans la situation menaçante à la 3e leçon rapportent au contraire un niveau de plaisir qui a tendance à diminuer. Et pareil sur la motivation, 3 temps de mesure. On avait mesuré la motivation avant, entre les 2 leçons et à la leçon suivante. Donc il y avait 3 temps de mesure sur la motivation. Et on peut bien suivre les effets de la situation, du dispositif, sur la motivation intrinsèque d'une part et sur la motivation identifiée, le sens d'autre part. Donc on voit que les élèves, c'est peut-être plus caractéristique sur la régulation identifiée. On voit que les élèves en rouge ont un niveau de motivation lorsqu'ils ont pratiqué la situation soutenante qui augmente et qui diminue lorsqu'ils sont dans la situation menaçante. Ensuite de ça, on s'est intéressé au niveau des résultats à voir quel est l'impact des émotions. J'ai presque fini. On a fait une étude de médiation pour voir finalement cette influence de la condition du dispositif. Est-ce qu'il est direct sur la motivation ou est-ce qu'il est médiatisé par les émotions? Est-ce que l'engagement émotionnel a un impact sur la motivation? Et les résultats sont assez spectaculaires. C'est-à-dire que l'effet de la condition, la situation menaçante ou soutenante, n'est pas direct sur la motivation. Si les élèves en retirent des bénéfices motivationnels, c'est parce que dans la situation, ils ont vécu des expériences plaisantes, un engagement émotionnel important, qui explique l'évolution de la motivation du début, enfin de T1 à T2. Voilà, ça montre en effet le rôle pivot de l'engagement émotionnel dans la dynamique motivationnelle. On peut donc, pour terminer, en guise d'ouverture, se poser la question de savoir est-ce que c'est suffisant de développer le plaisir et la motivation en EPS pour promouvoir l'activité physique extrascolaire. Lorsqu'on regarde dans la station, dans une gare, une station de métro, le nombre de personnes qui peuvent attendre pour prendre l'escalator par rapport à ceux qui prennent l'escalier, on peut douter quand même qu'il puisse y avoir un transfert du contexte de l'EPS à la vraie vie. Et en fait, ça s'explique par le fait que, là encore, c'est une tendance phylogénétique, c'est-à-dire que l'être humain, à l'époque où la nourriture était difficile d'accès, devait économiser son énergie pour sa survie. Et cette tendance-là, à l'efficience, non pas à la paresse, mais à l'efficience, est encore ancrée avec des tendances à la sédentarité qui sont un peu fortes. Pensez-y la prochaine fois que vous sortez de la gare, vous verrez un escalator, un escalier. Si vous voulez prendre l'escalier, c'est un effort cognitif que de le prendre. On est plus happé à prendre l'escalator ou l'ascenseur que l'escalier parce qu'on a une tendance comme ça résiduelle, ancrée à la sédentarité, en tout cas à économiser nos comportements qui est plus ou moins marqué chez les uns ou chez les autres. Je ne développe pas les propositions sur l'autorégulation qui sont en lien avec les programmes. C'est l'idée qu'effectivement différentes stratégies sont intéressantes en EPS pour développer pour contrecarrer cette tendance à la sédentarité. Et j'en termine en vous recommandant pour aller plus loin de lire l'excellent livre sur l'engagement en EPS, en vous signalant également qu'on a ouvert un DU cette année à l'INSPE sur la promotion de la motivation et du bien-être en formation continue aux enseignants. C'est aussi une mission de l'ESP. On va accueillir cette année une première promo. Donc c'est un DU sur une année avec des apports conceptuels et des outils pratiques pour justement promouvoir cette motivation et ce bien-être des élèves à l'école en général. Je vous remercie de votre attention.